les règles du jeu. Si possible, une question aux orateurs, et éviter les grands discours. Merci. Je suis toujours très rapide. Juste, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. En 82, quand nous avons été avec quelques dizaines d'amis manifester devant l'ambassade d'Israël contre l'invasion du Liban, nous pensions, et je reste convaincu, que nous étions des vrais amis d'Israël. Donc c'est sur cette base que je continue de travailler. La deuxième chose, c'est une toute petite piste que je soumets très modestement. Quand on m'explique qu'Israël n'a pas le droit d'existence à côté des monstruosités qu'il fait subir aux Palestiniens, je réponds en général qu'on n'a pas remis en cause la Jordanie et que cette ombre noire a fait du bon travail quand même sur ce plan-là. Et je demande aux gens qui se souviennent parfaitement de Sabra et Shatila s'ils se souviennent de Tel Zaatar. Tel Zaatar, pour ceux encore qui l'ignoreraient, et la même chose que Sabra Shatila, mais en 1976 et sous les auspices favorables de l'armée syrienne. Voilà, c'est juste, je remets chaque fois dans la perspective des frères arabes qui ne sont pas forcément tellement plus amicaux à l'égard des Palestiniens. C'est tout. Ça continue, monsieur. Ça continue. Oui, je vais essayer d'être rapide, mais un petit commentaire. Je pense que ce thème est vraiment très important qu'il est abordé aujourd'hui, et je suis un petit peu déçu, parce qu'au fond, ça fait 40 ans qu'il y a ce débat, pour savoir si, enfin, pour ma génération en tout cas, est-ce que les antisionistes sont antisémites? Est-ce qu'on peut aujourd'hui critiquer Israël sans être taxé d'antisémitisme, y compris au sein de la communauté juive? Et ici, on fait partie, au fond, de ceux qui sont, j'allais dire, entre guillemets, les plus progressistes par rapport à ça. Alors, si on n'est pas capable d'avoir ce débat et un peu avancer vers les autres, je trouve que c'est terrible. Et je suis quand même content que Maurice Safran ait un petit peu redressé la barre par rapport à ça. Parce qu'au fond, il ne suffit pas de faire les constats. Ok, les constats des dérives, les constats de ces pirailleurs, les droits de l'homme, on le sait tous, ça. On sait bien entendu qu'Israël est bien plus démocratique que la plupart des autres États qui les entourent, que les droits de l'homme sont bien plus attaqués dans bien d'autres pays et sur le boycott universitaire. Bien sûr que tout ça est très important. Mais maintenant, malgré tout ça, il y a ces courants-là. Alors comment on fait? Et c'est en ce sens que je crois qu'il faut avancer et pas seulement faire le constat. Pourquoi il y a un tel rejet d'Israël des autres? Alors pourquoi ça a pris cette dimension en France? Parce que certainement, par rapport à la tradition anticolonialiste, aujourd'hui c'est un des sujets qui cristallise une partie de la société civile, qu'il y a tous les fantasmes. Les dérives antisémites de l'extrême gauche, il faut faire très attention, parce que on peut prendre, il m'arrive d'aller sur le site du NPH, je n'ai jamais vu ce que vous avez dit, Trater, sur le problème des prélèvements d'organes à Haïti. Je pense que ça, c'est de la désinformation. Donc il faut faire très attention à ça, et à l'inverse, pied à pied, il faut attaquer toute dérive antisémite. Et je pense que parfois, je ne crois pas, mais peut-être que je me fais des illusions, que la gauche et l'extrême gauche aient des tentations antisémites, bien au contraire. Ils ont une attitude clientéliste, Maurice l'a dit un peu, et je crois que c'est tout à fait vrai. Et c'est par rapport à ça qu'il faut effectivement, pied à pied, leur montrer les dérives, des risques de leur attitude clientéliste, et ce à quoi ça peut mener, et faire que parfois, s'ils ne s'en rendent pas compte, montrer comment ça peut dériver vers l'antisémitisme. Mais je pense à l'inverse, et j'en aurais terminé, que Elie Barnavi disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas qu'Israël soit seul contre le reste du monde. Il ne faut pas penser qu'ici on pourra mener un combat pour la paix en Israël avec une toute petite fraction des juifs progressistes contre le reste de la société civile. Voilà, je voulais vous dire, je suis juif et je boycotte Israël. Je participe aux organisations de boycott d'Israël dans mon département. Et si je fais ça, c'est parce que ce qui se passe aujourd'hui est totalement étouffant, est totalement insupportable. Et je suis un peu déçu de ce que j'entends ici, parce qu'effectivement, j'ai ce sentiment qu'ici aussi, il y a une insensibilité au drame qui se joue aujourd'hui en Palestine, à Gaza. À Gaza, c'est un Gazaoui sur 1000 qui est mort dans la seule opération dont Dieu sait. Ça n'est pas supportable. On ne peut pas accepter qu'un tel drame humain se passe. Et c'est pour cela que je participe
en tant que juif, et je prends la parole en tant que juif, aux opérations de boycott. Nous avons organisé même une pièce de théâtre au sein de Carrefour, nous avons organisé des manifestations. Je termine juste pour l'information. Donc là, vous vous informez de rien. Donc je vous donne une autre information. Je pense que nos opérations BDS, donc effectivement, on est convoqué à la police, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Nous avons ça aussi. Et ce que je veux vous dire, je comprends que ce que je vous dise vous gêne un petit peu, mais donc laissez-moi parler un tout petit peu. Je voulais vous dire que ce soit la police ou que ce soit la justice aujourd'hui, ces convocations à la police, ils en ont assez. Ils sont tous convaincus que ce mouvement, parce qu'il concerne la paix et non l'antisémitisme, eh bien ce mouvement est effectivement en train de s'étendre. Et je crois qu'en y participant, je défends Israël. J'ai fini. De ce dont on parle maintenant, je voudrais évoquer quand même la mauvaise foi de ce boycott, parce que bon, je parle pas seulement le boycott dans les universités, mais aussi le boycott de tout ce qui est culturel qui vient d'Israël, par exemple le Salon du Livre en Italie, la participation aux différents festivals de cinéma, et je trouve qu'il y a vraiment de la mauvaise foi, parce que quelqu'un qui veut critiquer l'État d'Israël devrait au contraire chercher le dialogue avec les artistes, les intellectuels, parce que bon, la société israélienne, comme toute autre société, n'est pas monolithique. Bon, et d'habitude, comme dans la plupart des pays, les artistes et les intellectuels constituent la partie souvent la plus progressiste, qui a des prises de position plus courageuses pour la paix, tout ça, dont le fait de dire tous les Israéliens sont égaux et les colons et les artistes, bon, ça revient un peu du racisme, le fait de ne pas chercher du dialogue avec ceux qui peuvent dialoguer dans la société israélienne. C'est tout ce que je voulais dire. Mon nom est Henri Gutmann, J-Call Belgique, et je suis le président du centre communautaire laïque juif de Belgique. Et j'aimerais vous rapporter 2 témoignages et poser une question aux orateurs. Premier témoignage, le centre communautaire laïque juif de Belgique a le langage et a une position politique de deux États pour 2 peuples depuis 1968. Donc ça fait plus de 50 ans. Or, c'est pas pour faire la pub, et donc c'est nous qui avons d'ailleurs activement stimulé la création de J-Call en Belgique. Or, BDS, donc le mouvement, la filiale belge Boycott et compagnie, chaque fois que nous faisons une semaine de la culture israélienne, et récemment une semaine du cinéma israélien, or que nous avons des positions, il n'y a aucune autre organisation qui a une main plus tendue vers le monde arabo-musulman en Belgique, vers les Palestiniens. Nous avons été les premiers à voir dans nos locaux des Palestiniens quand prononcer le mot palestinien était absolument tabou en Israël et dans les institutions juives. Eh bien, les gens de BDS sont devant nos portes à manifester parce que nous faisons une semaine de la culture israélienne, une semaine du cinéma israélien. Et si vous connaissez le cinéma israélien, vous savez qu'ils sont tout sauf ce qu'on appelle des sionards et des parangons de Netanyahou et compagnie. Alors ça, je me demande quel est le sens de BDS, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de critiquer les melons et les courgettes israéliennes dans les supermarchés, mais ils sont là aussi à boycotter le cinéma absolument progressiste dans les murs d'une maison juive qui ne fait que tendre la main. Première chose. Deuxième chose, il faudra m'expliquer, monsieur, je suis prêt à vous rencontrer tout à fait. Tout à l'heure, parce qu'ils le font non seulement chez nous, mais partout. Les institutions juives sont plus attaquées, et nous sommes, dans les écrits de BDS et des autres institutions qui y ressemblent, les premières cibles, pas les sionards. Ceux qui tendent la main sont les premières cibles. Parce qu'évidemment, nous sommes dangereux, parce que nous défendons l'existence de l'État d'Israël, mais de manière pernicieuse à leurs yeux. Deuxième chose, délégitimation. Nous, J-Call, sommes les victimes d'une extraordinaire délégitimation du monde institutionnel juif lui-même. Vous devez savoir qu'était prévu cet après-midi M. Guy Verhofstadt,
Premier ministre belge et un Européen convaincu qui a des ambitions européennes. Eh bien, il ne viendra pas cet après-midi. Parce que le Congrès juif mondial a convaincu que nous étions une minorité malfaisante, pas les vrais amis d'Israël et pas une partie représentative du judaïsme. Voilà aussi ce qu'est la délégitimation. Nous en souffrons aussi. Alors je voudrais poser une question, et Maurice Safran dit bon, il est temps de passer de la déclaration, de l'analyse du constat à la politique, et j'aimerais vous poser une question à tous ceux qui êtes à la tribune. Au mois de septembre, il y aura un acte politique fort de la communauté internationale, vraisemblablement, ça n'est pas certain, où des pays vont proposer la création d'une Palestine indépendante sur les frontières de 67. D'ailleurs, ce sera d'ailleurs une deuxième résolution, puisqu'en 1947, la résolution a été faite d'ailleurs de créer 2 États. Mais là, il y en a une qui va réinstituer l'État palestinien. La question que je vous pose, nous qui sommes citoyens européens de tous les pays, que disons-nous à notre propre gouvernement? Et ça, c'est un acte politique. Est-ce que nous sommes pour, contre ce genre de déclaration, nous citoyens? Que disons-nous à nos gouvernements? Votez pour, votez contre. Merci. Votre présence ici est tout à fait significative de la nature de ce que nous sommes depuis 40 ans, quasiment, plus égard des 6 jours. J'ai l'absolue certitude que je n'aurais pas pu m'exprimer dans une réunion que vous organiseriez. J'aurais été viré à coups de pied dans le cul. Mais c'est vrai, malheureusement c'est vrai. Et secondo, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire, et secondo, votre présence ici et votre capacité d'expression, elle ne me dérange absolument pas, même si je considère que c'est un tissu d'ânerie ce que j'ai entendu, mais vous avez le droit de l'exprimer haut et fort. Votre présence ici suffira à notre délégitimation au sein des instances communautaires juives. Je crois que le vrai point de contact ou le vrai point de désaccord entre certains qui sont à cette table et certains qui sont dans la salle, c'est effectivement le type de relation sur le plan politique que nous devons avoir ou ne pas avoir avec la communauté juive organisée. Quelle indépendance, quel courage et quelle liberté nous accordons, nous, vis-à-vis de la communauté organisée. Et c'est précisément de la réponse à cette question que dépend notre capacité d'intervention politique sur l'ensemble de la société française. C'est exactement de cette question-là. Tant que nous n'aurons pas fourni les preuves que nous sommes indépendants et totalement indépendants des organisations communautaires juives qui sont parfaitement respectables, par ailleurs, elles ne me conviennent pas à moi en tant que personne, mais elles sont parfaitement respectables. Mais sur le plan politique, tant que nous n'aurons pas fourni la preuve claire et nette que nous sommes indépendants et totalement indépendants et libres de nos commentaires, de nos propos et de nos analyses vis-à-vis des organismes communautaires juifs, nous ne serons pas entendus par l'ensemble de la société française et nous nous contenterons de faire, comme Meir et Jacques le font, et c'est indispensable, et c'est un travail inestimable pour nous, le recensement quotidien, hebdomadaire, mensuel, de toutes les vilainies qu'on peut trouver dans les textes de l'extrême gauche ou sur les sites de l'extrême gauche. C'est intéressant, c'est quand même pas fondamental. Le fondamental, c'est le discours que nous sommes en mesure de faire entendre dans la communauté nationale belge, dans la communauté nationale italienne, dans la communauté nationale française. Et je reste persuadé, pour des raisons qui sont peut-être injustes, mais c'est un tout autre débat, que tant que nous serons collés sur les instances communautaires, nous ne pourrons pas nous faire entendre. Pour une raison très claire, c'est qu'aujourd'hui en France, les instances communautaires, elles ne sont pas communautaires. Les instances communautaires, elles ont pour fonction de défendre le gouvernement d'Israël. Ce ne sont pas historiquement ces fonctions. C'est une toute petite partie de ces fonctions. Dans les instances communautaires, il était censé y avoir une aile droite et une aile gauche qui puissent s'entendre et s'exprimer. Ce pacte-là a été rompu. On peut le regretter,
Mais ce pacte-là a été rompu. À partir du moment où ce pacte-là a été rompu, si nous n'avons pas une position extrêmement tranchée, extrêmement claire et extrêmement forte par rapport à cette question-là, nous ne serons pas entendus dans la communauté nationale. Ça, j'en suis absolument convaincu. Faire de la politique, c'est la proposition de Maurice Safran. J'y adhère à 100%. Mais faire de la politique, comment, avec quels moyens, où, par quel vecteur? Et je constate, et c'est dramatique, l'état de déliquescence de ce qu'on nomme la communauté organisée. Mais c'est une coquille vide, la dite communauté organisée. Et le dernier témoignage qui le prouve, c'est la fin de la parution de la revue L'Arche, dont Meir Weintrater est le rédacteur en chef. Voilà une revue de qualité, d'extrême qualité, née dans les années 50, pluraliste, ouverte aux plus grandes plumes, qui est interrompue au moment où on a le plus besoin d'un organe communautaire d'expression de qualité. Et c'est l'institution qui est chargée de sa promotion qui décide de sa suppression. Premier élément. Deuxième élément, le CRIF. Et je vais dire, j'ai une estime intellectuelle et politique pour son président, Richard Prastier. Mais qu'est-ce que c'est devenu l'institution? C'est devenu une coquille vide, comme toutes les autres institutions, qui sert avant tout de piédestal à une promotion sociale qu'on ne pourrait pas avoir par ailleurs, une promotion médiatique. On est là-dedans pour apparaître, gesticuler, faire des déclarations et être sur la photo et serrer la louche à Giscard d'Estaing ou Sarkozy ou Mitterrand. Voilà ce que sont devenues les institutions juives. Mais alors, agir comment? Ça veut dire les repénétrer, ces institutions, user le fond de sa culotte dans des débats débiles, absurdes, aberrants et nuls, parce que la médiocrité est aujourd'hui la dominante. C'est vrai qu'il faut faire des efforts surhumains. Et le dernier lieu à l'intérieur duquel il y avait la possibilité de dire quelque chose, l'Arche par exemple, eh bien, a été supprimé. Donc nous sommes en même temps à un moment de grand désarroi et de nécessaire reconstruction. Si J. Cole arrive, et là je pense qu'on est nombreux à être prêts à s'y investir, arrive à être cette structure qui puisse prendre une parole pour dire au monde juif, à la, entre guillemets, communauté juive, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas, et qu'on ne peut pas être uniquement les béni-oui-oui des formes les plus débiles de la politique israélienne ou des expressions religieuses en Israël et nationalisto-religieuses. Mais il faut qu'on s'attelle à ce travail. Et auquel cas, ça n'est pas qu'un colloque annuel de J. Cole qui va l'autoriser, c'est la construction, l'élaboration d'une organisation qui éventuellement devrait tambouriner à la porte du CRIF pour en être membre. Parce qu'après tout, l'institution CRIF, comme je ne sais pas quoi, Parlement des associations juives en France, cette structure a le mérite d'exister. Et je ne suis pas pour jeter le bébé avec l'eau du bain, je suis pour l'investir. Et effectivement, depuis les dernières élections, il n'y a plus de paroles du type J. Cole ou de paroles de gauche présentes à l'intérieur du comité directeur du CRIF. Ça a disparu. Donc il y a tout un travail de reconstruction. Deuxième point, une minute. Monsieur tout à l'heure a déploré que Meir Weintrater ait dit que sur le site du NPA, il avait été fait état du trafic d'organes commis par les médecins israéliens à Haïti. Oui, monsieur, sur le site du NPA, et ça a été présent pendant plus de 20 jours, cette information mensongère a été présente et elle avait pour origine la porte-parole, une des porte-paroles de l'ambassade de Syrie. Donc sachez-le, ça n'est pas une élucubration de Meir Weintrater, c'est une élucubration du NPA qui ne sait absolument pas vérifier ses sources.
Je pense que Merven Tretter... Vous ne voulez pas réagir? Non, je pas. Non, je veux bien prendre sur le NPA, Jacques a dit ce qu'il fallait dire. Sur la question sempiternelle de la communauté, je crois qu'il faut se débarrasser une fois pour toutes de cette idée de la communauté comme une espèce de forteresse qu'il s'agirait d'investir, dont il s'agirait de prendre le contrôle. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. La véritable capacité d'action d'une organisation comme J. Cole ou de gens qui agissent à titre individuel se situe non pas contre les institutions communautaires, non pas à l'intérieur des institutions communautaires, mais indépendants en tant que personnes qui agissent dans l'espace public. C'est aussi, dans cette idée qui se promène, il y a une espèce de retour d'un imaginaire antisémite, hein, les sages de Sion qui se réunissent et qui s'organisent entre eux. Il n'y a pas de sages de Sion, ils ne se réunissent pas, ils ne s'organisent pas. Bien sûr, il y a des institutions, on ne sont pas toujours contents de ce que font les institutions, mais leur attribuer une toute-puissance, leur attribuer un moyen de contrôle sur nos vies, c'est complètement fou. Et entrer dans ce discours, c'est en quelque sorte leur créer à d'autres, donner à d'autres un moyen de contrôle que nous ne voulons pas leur donner. Alors voilà, agissons en tant que personnes indépendantes, en tant qu'organisation, disons ce que nous voulons dire, et surtout retenons une chose, c'est qu'on ne peut pas parler deux langages à la fois. Nous sommes dans l'espace public, il n'y a pas un espace interne qui serait un espace juif, et un espace externe où on dirait autre chose. Il n'y a pas une vérité pour les juifs et une vérité pour les goïs. Si on veut parler clairement, il faut parler clairement et dire toujours la même chose. En ce qui concerne notre vision de l'avenir du Proche-Orient d'une part, et en ce qui concerne la dénonciation de la délégitimation d'Israël et de certaines tendances funestes ici, il faut dire les deux choses en même temps, à tout le monde en même temps. Voilà. Merci, je suis très heureux d'être dans cette salle parce que j'ai entendu des propos qui me conviennent. Pas allumé ? Oui, ça marche mieux quand c'est allumé. Oui, je suis content d'être dans cette salle et d'avoir entendu cette progression. Et Philippe, je ne sais pas comment tu as réparti les paroles, mais ça s'est terminé par Maurice Safran qui nous propose quelque chose dont je voudrais me faire l'écho en m'adressant pas seulement aux 5 personnes ici, mais à l'ensemble de la salle. Où mon rêve, et j'ai le droit d'avoir un rêve, c'est que les présents ici ne soient pas des spectateurs venus entendre des bonnes paroles qui leur font plaisir, mais qu'une bonne partie d'entre eux, pourquoi pas tous, deviennent dès demain des militants. Parce que nous sommes faibles, mais nous avons la force de la vérité. Et cette vérité, si elle n'est pas proclamée de toutes les façons et avec habileté, en utilisant les techniques modernes de la communication, ben, nous serons une société de consolation réciproque. Et ça sera bien triste. Beaucoup de personnes de Shalom עכשיו sont présentes dans J. Cole, on peut s'en réjouir, mais en même temps, J. Cole n'est pas Shalom עכשיו. J. Cole, c'est quelque chose de complètement nouveau et qui transcende les catégories qui existaient avant. Et à mon avis, J. Cole devrait s'ouvrir, bien entendu, aux non-juifs et aux Palestiniens et à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent être utiles à la cause de la paix. Non, non. Jean-Luc Hémard, une question à 2 étages, attribuée en particulier à Maurice Safran. Je pense, monsieur, que vous sous-estimez un peu le sens profond de l'épisode Badiou-Hazan, quand on se rappelle en particulier que l'épisode Badiou-Hazan, c'est un épisode pour Badiou numéro 2 ou 3, qui a été précédé d'une affaire Badiou-Segré, je crois, qui va loin, qui va si loin d'ailleurs qu'elle remonte jusqu'à Jérusalem. Par conséquent, indépendamment de ce que je considère comme étant depuis toujours l'antisémitisme déclaré du sieur Badiou, il y a malheureusement, vous y faisiez allusion vous-même, en effet, du côté juif, synagogue pas d'ailleurs, aussi, comme dirais-je ici, des alliances dont la nature et la constitution n'est pas anecdotique. D'autre part, je faisais la politique,
entièrement à votre projet, à votre proposition, en ajoutant que faire la politique, c'est aussi penser en géopolitique. Et que, pour revenir maintenant à la question de l'État d'Israël et à sa légitimité très menacée depuis quelques années, au mois de septembre qui vient, dans quelques semaines, dans quelques jours, donc, se posera, ou en tout cas, je considère que c'est à nous de la poser explicitement, de façon à nettoyer l'atmosphère de la surenchère au mensonge politica qui l'empoisonne à l'échelle internationale depuis quelques années en matière de conflit palestinien, c'est-à-dire judéo-arabe. Il faut que J. Cole pose aussi, de la manière la plus posée aussi, excusez-moi pour la répétition, la question, bien entendu, de Jérusalem, capitale unique ou double, à partir du projet d'un État palestinien. S'il doit y avoir un État palestinien, quid de Jérusalem? Si cette question n'est pas posée par nous, elle ne le sera par personne. Et si cette question n'est pas posée, il n'y aura jamais la paix. Sur le cas Badiou, c'est à la fois intéressant, important et anecdotique. C'est important parce que c'est considéré comme l'un des principaux philosophes français aujourd'hui, avec une vraie influence. Je crois qu'il ne faut surtout pas et je crois qu'effectivement, aller traquer sempiternellement un antisémitisme d'extrême gauche, peut-être que je pense comme vous, peut-être que je pense qu'il est antisémite, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un antisionisme absolument fondamental et qu'il faut le poursuivre sur le terrain de l'antisionisme. Et je crois que ça fait part. Maintenant tout ça est peut-être vrai. Sur un terrain idéologique, c'est important. Sur un terrain politique, je constate que leur livre a été un bide absolument total, que la presse... Pas les précédents, mais celui-là, c'est intéressant. C'est le premier livre consacré à la question d'Israël, c'est le premier. C'est un bide absolu, et je crois qu'il faut le prendre de façon plutôt réconfortante. On sent qu'à gauche, et dans la presse de gauche, l'écho et l'impact du livre a été absolument minime. Mais peut-être Jacques Darnay. Oui, sur Badiou, c'est du paulinisme, c'est pas de l'antisionisme, c'est foncièrement du paulinisme, c'est la négation du juif en tant qu'être dépendant. Ce emploi, il rejoint une grande famille. Alors, je crois qu'il est important, là, je rejoins ce que disait Maurice, je vais le formuler un peu autrement. Il est important sur la question des antisémites, pas antisémites, il est important de mettre de l'ordre, pas seulement dans nos discours, mais d'abord dans nos têtes. Le problème n'est pas de désigner, de pointer du doigt le mauvais antisémite. Une fois qu'on l'a identifié, on a résolu le problème. La question n'est pas de savoir qui est antisémite, la question est de savoir quels sont les discours antisémites qui se promènent. Et les discours antisémites, c'est comme les microbes en ce moment, sont d'autant plus dangereux qu'ils ont des porteurs sains ou des porteurs qui s'estiment sains. Donc le problème, la véritable question est de savoir dans quelle mesure un certain discours de délégitimation d'Israël, de négation d'Israël, de boycott, dans quelle mesure ce discours-là s'alimente à des mythes antisémites, même s'il ne les reprend pas expressément, s'il ne les reproduit pas expressément ou nominalement, et dans quelle mesure il les ressource ensuite, dans quelle mesure il les nourrit ensuite. Alors oui, ça a un sens, mais ça a un sens non pas à des buts de dénonciation. On ne va pas se promener dans toute la France avec des drapeaux dénoncer l'antisémite tel, mais il est important de savoir dans quel monde nous vivons et dans quel univers de discours nous vivons. Alors c'est vrai pour le NPA, c'est vrai pour Badiou, c'est vrai pour l'abbé Pierre. On a oublié ce qu'a dit l'abbé Pierre, et l'abbé Pierre, c'était pas un discours d'extrême gauche, c'était un discours chrétien qui ressortait des vieilles lunes sur la potentialité génocidaire des Juifs, voire le livre de Josué, etc. Il faut savoir que nous vivons dans un univers où des tas de mythes se promènent, et nous devons apprendre à vivre avec ces mythes,
à vivre, à ne pas les accepter, mais à savoir nous devons savoir qu'ils existent et les dénoncer partout où ils se présentent, partout, y compris, et je dirais surtout, parce que c'est ça qui me révolte le plus en ce moment, sous la forme du boycott d'Israël. Je vais donner la parole à Robert Fein, parce qu'il ne s'est pas encore beaucoup exprimé. Un mot, un petit mot. Je viens de lire le petit livre de Badiou, malheureusement. Mais heureusement, je crois que ce n'est pas traduit en anglais. Déjà. Bientôt, je suis sûr. À mon avis, je n'ai pas compris toute la discussion en fait, mais à mon avis, l'ennemi de Badiou, ce n'est pas vraiment le zionisme, c'est, comment on dit, les pourvoyeurs de l'antisémitisme. C'est le vrai ennemi de Badiou dans ce livre, les pourvoyeurs de l'antisémitisme, les gens qui se servent du mot antisémitisme. Pour lui, c'est un problème, et à mon avis, le problème est qu'il ne peut, Badiou ne peut pas vivre avec contradiction du tout. Ou on est pour les Arabes, ou pour les Juifs. Il n'y a rien. Ou on est contre l'antisémitisme, ou on est pour les victimes. Et c'est tout. Et je crois que c'est le même problème et que dans la discussion de juifs et démocratique, nous devons tous vivre avec les contradictions. Non, il y a des problèmes. Madame, dans le fond, parce que notre timing s'épuise, et je vois aussi qu'il y a des gens qui commencent à s'épuiser aussi. Non, non, mais vous allez avoir un micro. Mais j'aimerais bien qu'on sorte peut-être du débat spécifiquement. Justement, en septembre. Non, mais dans le micro, quand même. Il faut l'allumer. Un certain nombre d'instances de l'ONU risquent de reconnaître, c'est un risque à courir, l'existence d'un État palestinien ou la création souhaitée, attendue d'un État palestinien. Je pense qu'il est temps que l'on se pose la question de savoir qu'est-ce que Gicole peut faire face à cette éventualité politique internationale. Je pense que l'autorité palestinienne, quelle qu'elle soit, est en train de faire un extraordinaire travail diplomatique pour aller en ce sens, en la reconnaissance de la création, de la légitimité d'un État palestinien, et plutôt que de ressasser constamment les nuances entre l'antisionisme et l'antisémitisme d'un tel ou d'un tel, qui intéresse surtout les sénateurs parisiens, excusez-moi, je voudrais savoir quelle est la position de Gicole, comment nous pouvons agir pour justement soutenir cet appel à la création d'un État palestinien que nous avons de nos voeux aussi en tant que Gicole, et comment nous pouvons expliquer que ça n'est pas une délégitimation de l'État d'Israël, et comment nous pouvons essayer de convaincre une partie de la population israélienne que ça ne fait pas partie du grand complot, de la grande haine universelle de l'État d'Israël et de l'antisémitisme bien répandu. Je peux témoigner de ce que la campagne de délégitimation n'est pas limitée à la France, elle est européenne, elle est organisée pour être internationale, voilà. Et elle a peut-être plus d'impact dans certains pays que dans d'autres, mais je peux vous dire que l'intention est internationale. Oui. Oui, alors je vais Juste deux petites questions voilà. en fait. La première c'était quel est le lien Quel est le lien qui est fait avec des instances, qu'elles soient gouvernementales ou pas, israéliennes? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est une question qui concerne assez de près Israël. Et est-ce que dans cette lutte, en fait, Israël intervient ou est-ce que c'est complètement à part? Et la deuxième question que j'avais, c'est est-ce que d'une certaine manière, c'est une question, est-ce que d'une certaine manière, on n'encourage pas de l'autre côté l'amalgame juif et israélien? Voilà, c'est tout.
Le temps presse. C'est clair, il faut soutenir l'émergence, la création d'un État qui serait l'État du peuple palestinien, pour le peuple palestinien, qu'à la seule condition que cet État ne se construise pas en substitution de l'État d'Israël. Il ne peut y avoir de reconnaissance du droit des Palestiniens à une existence étatique qu'à la condition qu'eux-mêmes admettent le droit à l'existence de l'État d'Israël en tant qu'État du peuple juif. Point. 2 États pour 2 peuples. C'est-à-dire que si ces principes que nous partageons sont partagés par un EICOL dont on espère la création, eh bien, béni soit l'Éternel. Et ça serait un grand pas en avant. On est aussi dans l'attente, toujours, d'un mouvement qui serait Salam Arshav du côté arabe et un quelque chose Col qui devrait aussi pouvoir exister. Nous sommes tous dans l'attente de quelque chose émergent des révolutions arabes. Pour être sortis de leurs oppressions, les peuples arabes sont-ils sortis de leur aliénation? Étant entendu que je mets sous le mot aliénation en particulier le fantasme israélien, le fantasme de la haine d'Israël, de la monstruosité d'Israël, qui est l'explication magique de tous les maux du peuple arabe, des peuples arabes. Si les révolutions arabes amènent en même temps à l'intérieur de ces peuples un débat démocratique sur qui tue qui tue en Syrie, qui tue en Jordanie, qui oppresse qui? Est-ce que c'est Israël, le principal oppresseur des peuples arabes? Un intellectuel arabe, Selim Kassir, avait écrit un livre sur réflexion sur le malheur arabe. Nous constatons le malheur arabe, nous constatons le désespoir des Palestiniens. Est-ce que les révolutions arabes ont fait comprendre aux peuples arabes que la principale cause de leur malheur n'est pas à l'extérieur d'eux-mêmes, mais trop souvent à l'intérieur de leur société? Et si on veut faire de la politique, je pense que pour septembre, il faut un message fort de la part de J. Cole, disant voilà les conditions qui seraient les nôtres pour saluer la naissance de l'État de Palestine. Il faut que l'État de Palestine admette qu'il devra vivre côte à côte et pacifiquement avec l'État d'Israël, État du peuple juif. Évidemment, dans ce genre d'exercice, il y a toujours des frustrations et des questions qui n'auront pas pu être posées ou des interventions qui n'auront pas pu être dites. Seulement, je pense quand même que, et même en débordant un peu du sujet strict de la délégitimation qui était l'objet de ce débat, je pense quand même que toutes les questions sont sur la table. Et que c'était peut-être ça le but, enfin, c'était même probablement ça le principal but de cet échange. Je remercie les orateurs et je remercie la salle pour votre chance.